Le 18 mai 2022, Shraddha Walkar, une jeune femme de 27 ans, cesse brusquement toute communication. Son téléphone est éteint. Les messages restent sans réponse. Sa présence sur les réseaux sociaux disparaît du jour au lendemain. Au début, personne ne s'alarme vraiment. Ce n'était pas la première fois qu'elle prenait ses distances avec ses proches. Mais plus les jours passent, plus le silence devient inquiétant. Aucun appel. Aucun message. Pas même un mot rapide pour rassurer ceux qui l'aiment. Ce qui semblait être un simple moment de repli s'est transformé en un vide angoissant, et a marqué le début d'une enquête qui allait révéler l'une des affaires les plus glaçantes de ces dernières années. Une histoire née d'une idylle, qui a sombré dans l'horreur. Shraddha est née en 1995 à Vasai, une ville de l'État indien du Maharashtra, au sein d'une famille hindoue. Son enfance est marquée par des conflits familiaux. Ses parents se séparent alors qu'elle est encore jeune. Sa mère, Suman Walkar, devient son principal pilier, tandis que son père, Vika, et son frère aîné, Shri, s'éloignent peu à peu. Dans l'espoir d'un nouveau départ, la famille déménage à Palghar. Mais les tensions persistent. Shraddha grandit dans un environnement tendu, mais elle développe une volonté discrète mais ferme. À l'école, elle évite les projecteurs, mais tient fermement à ses convictions. L'art, et plus particulièrement le théâtre, devient pour elle un refuge. Après l'obtention de son diplôme, elle quitte Palghar. Sa mère, compréhensive, ne s'y oppose pas. Elle sait que sa fille a besoin de s'épanouir ailleurs que dans une petite ville. Son père, en revanche, perçoit ce départ comme une forme de rébellion. En 2018, Shraddha emménage à Mumbai. Une métropole vibrante, pleine de promesses. Pour elle, c'est un nouveau départ. Dans le même état, un jeune homme nommé Aftab Amin Poonawalla suit sa propre trajectoire. Issu d'une famille musulmane de classe moyenne, Aftab grandit sous l'autorité d'un père strict, qui insiste pour qu'il poursuive ses études dans une grande ville. Aftab s'y plie sans résistance. Ambitieux, poli, doté d'un esprit analytique, il se passionne très tôt pour la psychologie. L'adaptation à la vie urbaine est rapide. Il passe beaucoup de temps en ligne, notamment sur les applications de rencontres et les réseaux sociaux. Ses relations sont brèves, sans attache. Aftab fuit l'intimité émotionnelle, mais cherche paradoxalement à contrôler ceux qui laissent entrer dans son cercle. Même avec ses proches, il garde ses distances. Après son installation à Mumbai, Shraddha décroche un emploi dans un centre d'appel, dans le quartier de Malad. Quelques semaines à peine après avoir posé ses valises, elle croise la route d'Aftab. Au départ, elle ignore qu'ils viennent tous deux de Vasai, et qu'ils ont même fréquenté des établissements scolaires voisins. Cette coïncidence finit par émerger au fil de leurs échanges, et devient un point d'ancrage. Les souvenirs partagés, les lieux communs, les connexions mutuelles, tout cela facilite les premiers pas d'une relation. Isolée dans une nouvelle ville, Shraddha est en quête de liens humains simples. Aftab, peu sociable de nature, répond néanmoins à ses avances. Ils commencent à discuter pendant leurs pauses, évoquant le travail, se croisant après leurs horaires. Peu à peu, ils partagent leurs numéros, se promènent, déjeunent ensemble. La relation évolue rapidement, sans accroc apparent. Très vite, Aftab propose qu'ils emménagent ensemble. Il présente cela comme une décision pratique. Les loyers à Mumbai sont exorbitants, et ils passent déjà la majorité de leur temps côte à côte. Shraddha accepte. Elle vient de commencer à gagner sa vie, et cette solution semble raisonnable. Ils trouvent un appartement non loin de leur lieu de travail. Au début, la cohabitation se passe sans heurts. Shraddha garde son emploi et s'investit pour rendre leur espace commun chaleureux. Sur les réseaux sociaux, tout paraît normal, photos de sortie, anecdotes mignonnes dans les cafés. L'image est celle d'un couple épanoui. Ses amis et collègues ne soupçonnent rien. Elle ne se plaint jamais. Au contraire, elle parle d'Aftab avec admiration, un homme calme, posé, qui fuit les conflits. Mais peu à peu, des fissures apparaissent. Aftab devient irritable, surtout lorsqu'il s'agit de poser des limites. Il n'apprécie pas que Shraddha échange trop longtemps avec ses amis, ou qu'elle rentre tard du travail. Parfois, il se referme sans un mot, disparaissant dans le silence pendant des heures. Shraddha essaie d'excuser ses comportements. Elle pense qu'il faut simplement du temps pour s'ajuster à la vie à deux. Mais la tension monte. Aftab élève la voix. Il l'accuse d'être trop dépendante. Ses accès de colère restent rares, mais déstabilisants. À chaque fois, il justifie son comportement, stress, fatigue, pression professionnelle. Shraddha accepte. Elle veut croire que leur relation est en construction, que tout cela fait partie du processus. À mesure que leur quotidien s'installe, entre factures partagées, tâches ménagères et moments de détente, un glissement discret s'opère. L'un des deux commence lentement à prendre le dessus sur l'autre. Les signes sont imperceptibles. Mais le contrôle, lui, s'installe. La communication restreinte, la manipulation émotionnelle, tout cela s'installe lentement, insidieusement. Pourtant,
Tant que les apparences restent intactes, Shraddha continue de croire qu'elle garde le contrôle. Elle ne voit pas encore que les fissures, à peine perceptibles, annoncent un effondrement bien plus grave. Au début de l'année 2019, la relation semble entrer dans une phase de stabilité. Ils vivent toujours ensemble, pour Shraddha, cela prend la forme d'un engagement sérieux. Un jour, elle décide qu'il est temps d'en parler à sa famille. Mais l'annonce de sa relation interreligieuse provoque une onde de choc. Sa mère, Suman Walkar, est la première à réagir et sa désapprobation est immédiate. Elle ne peut accepter le choix de sa fille. Shraddha est hindoue. Aftab, lui, vient d'un milieu musulman. Dans leur communauté, ce genre d'union est mal vu. Suman craint l'impact que cela pourrait avoir sur l'ensemble de la famille. Shraddha, pourtant, reste ferme. Elle explique avoir pris cette décision en toute conscience. Elle dit faire confiance à Aftab. Mais plus elle défend leur relation, plus les pressions familiales s'intensifient. Sa mère en appelle alors à Vika Walkar, le père de Shraddha, pourtant distant depuis des années. Sa réaction est encore plus dure. Il exige qu'elle mette un terme à cette relation et qu'elle rentre immédiatement à la maison. La discussion se termine sur un ultimatum. Le conflit devient frontal, amer. Shraddha refuse de céder. Elle estime que sa famille tente de diriger une vie qui ne leur appartient plus. Elle rejette leurs injonctions et va jusqu'à déclarer qu'elle ne se considère plus comme membre de la famille. Elle coupe tout contact, parents, frères, tous supprimés de ses messageries. Numéros bloqués. Appels ignorés. Elle abandonne même publiquement son nom de famille. Au travail, avec ses amis, elle évite tout sujet lié à ses proches. La transition, de l'attachement émotionnel à l'isolement total, se fait rapidement. Sa famille tente bien de renouer, par le biais de connaissances communes, mais Shraddha ne répond plus. Elle ne participe plus aux événements familiaux. Elle ne rejoint plus aucune discussion. Dans son esprit, Aftab est désormais le seul repère. Le seul lien qui compte encore. Le reste du monde est exclu de sa confiance. En apparence, elle agit avec assurance. Mais la réalité intérieure est tout autre. Elle devient entièrement dépendante d'une relation qu'elle voit comme son unique ancrage. En décembre 2019, un événement vient troubler cette conviction. Sa mère, Suman, tombe gravement malade. Malgré la distance, malgré les rancunes, elle tend la main. Elle appelle sa fille, une dernière fois. Sa voix est brisée d'angoisse. Elle supplie Shraddha de quitter Aftab, de revenir à la maison, de recommencer à zéro. Dans ces mots résonne une inquiétude profonde, presque prophétique. Shraddha écoute. Elle remercie sa mère pour son inquiétude, mais reste sur ses positions. Ce sera leur ultime échange. Un mois plus tard, Suman meurt. Ce décès marque un tournant. Le frère de Shraddha tente de reprendre contact. En vain. Shraddha l'ignore. En réalité, cette perte renforce encore plus son attachement à Aftab. Sa mère n'est plus là. Les ponts sont coupés avec le reste de la famille. Elle est désormais seule. Isolée. Et le seul lien qui lui reste, manque cruellement de solidité. Mais Shraddha refuse de le voir ainsi. Pour elle, Aftab est le seul à ne pas l'avoir abandonné. Début 2020, leur quotidien à Mumbai s'installe dans une routine morne. Shraddha travaille toujours, et assume à elle seule la majorité des dépenses. Aftab passe de plus en plus de temps à la maison. Il dit traverser une période difficile, incapable de trouver un emploi stable. Ses habitudes changent. Il consomme régulièrement des substances récréatives, commande de la nourriture en livraison, dépend entièrement du revenu de Shraddha. Peu à peu, elle puise dans ses économies pour couvrir les frais du couple. Puis, un jour, Shraddha fait une découverte troublante. Aftab est actif sur des applications de rencontres. Elle reconnaît son profil encore en ligne. Elle le confronte immédiatement. Il élude. Il prétend que c'est un ancien compte qu'il a oublié de désactiver. Lorsqu'elle en reparle plus tard, il retourne la situation contre elle. Il l'accuse de paranoïa. De vouloir tout contrôler. Il dit qu'elle l'étouffe avec sa jalousie. Ces mots ébranlent Shraddha. Aftab sait retourner les situations, inverser les rôles, faire naître la culpabilité. Après un nouvel épisode tendu, Aftab supprime l'application. Mais quelques semaines plus tard, Shraddha découvre un nouveau profil, sur un autre téléphone. Même discours, un simple bug. Un malentendu. Pour se faire pardonner, il promet de changer, de passer plus de temps avec elle. Des promesses, qui ne durent jamais. Quelques mois plus tard, Shraddha le surprend avec une autre femme. Il travaille alors sur un emploi temporaire. La confrontation est immédiate. Une nouvelle dispute éclate. Encore une fois, Aftab retourne la faute contre elle. Le point de rupture arrive une nuit. Aftab reçoit un appel. Une voix de femme, claire, intime, perce à travers le haut-parleur. Shraddha demande des explications. Mais Aftab perd le contrôle. Il hurle, l'insulte, la saisit brutalement par les bras.
C'est la première fois qu'il lève la main sur elle. Il s'excuse. Jure que cela ne se reproduira plus. Un dérapage isolé, dit-il. Shraddha ne dit rien. À personne. Ni à ses amis, ni à ses collègues. Elle fait comme si rien ne s'était passé. Mais cela ne s'arrêta pas là. Les agressions devinrent plus fréquentes. Il criait. Il la bousculait. Il attrapait ses vêtements avec violence. Parfois, tout partait d'une simple question, d'un mot mal choisi, ou d'une tentative de Shraddha de poser des limites. Elle tenta de rationaliser. Elle se disait qu'il était sous pression, qu'il ne savait pas gérer son stress. Lui parlait d'anxiété, d'émotions qu'il n'arrivait pas à exprimer. Et elle continuait d'y croire, car l'alternative, l'idée qu'il puisse tout simplement être dangereux, était bien plus terrifiante. À ce stade, Shraddha n'avait presque plus rien. Ses économies s'étaient évaporées. Tout ce qu'elle gagnait servait à payer le loyer, la nourriture, les médicaments, les besoins du quotidien. Aftab ne contribuait en rien. Pourtant, elle trouvait toujours une excuse pour le défendre. Elle pensait pouvoir l'aider, le sortir de cette passe difficile. Et tout cela, dans un isolement total. Shraddha ne confiait rien à personne. Elle ne demandait pas de soutien. Avec le temps, elle perdit ses repères, son ancrage émotionnel. Ce mode de vie devint sa nouvelle normalité. Les tensions silencieuses s'alternaient avec des tentatives de recommencer à zéro. À chaque fois, elle espérait. À chaque fois, quelque chose venait lui rappeler que ce n'était pas un couple, c'était une dépendance. Mais elle n'était pas encore prête à l'admettre. À la mi-2022, leur relation est coincée dans une spirale descendante. Les disputes sont constantes, les finances s'effondrent, et l'usure émotionnelle devient insupportable. C'est alors qu'Aftab propose un déménagement. Il présente cela comme un nouveau départ, une opportunité de tout reconstruire. Delhi, selon lui, offrirait de meilleures opportunités d'emploi, un coût de vie moins élevé. Un changement d'environnement pourrait peut-être sauver leur couple. Shraddha accepte. Elle espère encore qu'un nouvel endroit pourrait réparer ce qui est brisé depuis longtemps. Avant de s'installer à Delhi, le couple fait un voyage à Himachal Pradesh. Rien de spontané, tout avait été prévu. Ils partagent des photos de montagnes, des instants complices, des lieux touristiques. Pour leurs amis, leurs abonnés, cela ressemble à un chapitre heureux. Des sourires. La nature. Une atmosphère détendue. Mais la réalité est tout autre. Ce voyage n'est qu'une parenthèse. Une respiration avant de replonger dans le mal-être. Aucune explosion de violence pendant le séjour, mais une tension sous-jacente qui ne les quitte jamais. À leur retour, ils commencent les préparatifs du déménagement. Aftab prend en charge la majorité de la logistique. Il contacte un ami commun déjà installé à Delhi, qui les aide à trouver un logement. Les 2 premières nuits dans la capitale, ils logent à l'hôtel. Puis, grâce à ce contact, ils emménagent dans un petit appartement d'une chambre, dans le quartier de Chhatarpur. Un rez-de-chaussée modeste, dans un immeuble bas. Une cuisine simple, une salle de bain, un petit balcon. L'essentiel. Et surtout, peu de formalités administratives. Les premiers jours à Delhi sont calmes. Ils aménagent, achètent le nécessaire, installent les services de base, explorent les commerces du quartier. Shraddha veut croire à ce renouveau. Elle espère une version meilleure de leur histoire. Ils publient des photos depuis des cafés, des parcs, de leur nouveau foyer. Tout semble en ordre. Ces images diffusent l'illusion d'un quotidien maîtrisé. Personne ne soupçonne que derrière ces sourires, rien n'a changé. Cette illusion dure exactement 9 jours. Le matin du 18 mai, tout semble normal. Shraddha et Aftab sortent faire quelques courses. Déjeunent à la maison. Préparent le dîner ensemble. L'ambiance est calme. Aucune tension visible. Pendant le repas, ils parlent de banalités, évitent les sujets délicats. Mais après, la conversation dévie. Encore une fois, Shraddha évoque l'avenir de leur relation. Elle n'est pas insistante. Après 4 ans, elle cherche simplement de la clarté. Mais le simple mot engagement déclenche chez Aftab une réaction violente. Il se ferme. L'accuse de faire pression sur lui. La discussion dégénère. Les voix montent. Le ton s'enflamme. Puis, dans un élan incontrôlé, Aftab se lève, s'approche, et serre brusquement le cou de Shraddha. Tout bascule en une fraction de seconde. Un geste impulsif, dévastateur. Il serre avec une telle force qu'elle perd connaissance. Et même lorsqu'elle ne résiste plus, il ne lâche pas. Il ne relâche son emprise que lorsque le silence envahit entièrement l'appartement. Shraddha ne respire plus. Pas un cri. Pas une panique. Aftab ne cherche pas à appeler à l'aide. Il vérifie son pouls. Observe son corps. Il comprend ce qui vient de se passer. Puis il s'assoit. En silence. Longtemps. Ensuite, il se lève. Se dirige dans l'autre pièce. Et referme la porte derrière lui. Dans ses premières heures, rien. Il ne nettoie pas.
ne se lave pas, n'élabore aucun plan. Il se contente de dormir. Aucun signe de culpabilité. Aucune peur. Juste un calme glacial, presque inhumain. Le corps de Shraddha reste là, dans la pièce, toute la nuit. Et Aftab ne contacte personne. Il ne quitte même pas l'appartement. L'appartement était silencieux. Les voisins n'ont rien entendu. Aucun cri. Aucun bruit suspect. Le crime qui s'était déroulé ce soir-là resta totalement invisible. Enfermé entre quatre murs, avec un seul témoin, l'homme qui l'avait commis. Et lui, ne montra aucun remords. Le matin du 19 mai, quelques heures à peine après avoir ôté la vie à Shraddha, Aftab quitte l'appartement. Il se rend dans plusieurs magasins des environs. Il achète chaque article séparément, pour ne pas attirer l'attention. Un congélateur portatif de grande taille. Des sacs plastiques épais. Des couteaux de bricolage. Des produits ménagers. De l'eau de javel. Des désinfectants industriels. De retour chez lui, il installe le congélateur dans l'une des pièces. À partir de ce moment, il suit ce qui semble être un plan, préétabli. Il déplace d'abord le corps dans la salle de bain. Ouvre la douche. Prépare l'espace. Puis, lentement, méthodiquement, il commence à le démembrer. Aucune précipitation. Il procède par étapes. Coupe le corps en morceaux suffisamment petits pour être emballés séparément. Il fait des pauses. Puis recommence. Jusqu'à diviser les restes en plus de 35 parties. Chaque morceau est enveloppé dans du plastique, soigneusement placé dans le congélateur. Il lui faut plusieurs jours pour tout achever. Certains morceaux sont rangés sur les étagères. D'autres dans la partie inférieure, celle destinée normalement aux aliments surgelés. À côté de ces restes, Aftab conserve des produits du quotidien, viande emballée, produits laitiers, boissons. L'appareil devient à la fois un congélateur de cuisine, et le réceptacle morbide de la femme qui l'a tué. Pendant tout ce temps, il poursuit sa routine. Il commande des plats. Utilise son téléphone. Navigue sur les réseaux sociaux. En surface, rien ne semble avoir changé. Le processus est éprouvant. Un jour, en manipulant un membre inférieur, il se blesse à la main. Il se rend dans une clinique voisine. Raconte au médecin qu'il s'est coupé en tranchant des fruits. La plaie est recousue, bandée. Et il repart. Aucun signal d'alerte. La tête de Shraddha, elle, représente un problème particulier. Aftab craint qu'elle puisse être utilisée pour l'identifier. Il ne la jette pas avec les autres restes. Il la conserve, à part. Dans un sac isolé, dans le même congélateur. Elle y restera jusqu'au début du mois de juin. Le dernier vestige de ce qu'elle avait été. À ce moment-là, pour Aftab, les restes n'étaient déjà plus des morceaux d'un être humain. Juste, des objets. Classés. Stockés. Il ne désinfecte pas l'appartement. Le sang reste visible dans la salle de bain, sur le sol. Partiellement nettoyé avec de l'eau et des produits chimiques. Une odeur âcre s'installe. Pour la masquer, il allume des bâtons d'encens dans toutes les pièces. Une fois le démembrement terminé, il passe à l'étape suivante, l'élimination. Il ne se débarrasse pas de tout en une seule fois. Il élabore un plan, méthodique. Un carnet retrouvé plus tard par les enquêteurs révèle des notes précises. Date, heure, lieu prévu pour l'abandon des restes. Son but n'était pas seulement de cacher le crime. Il voulait s'assurer que rien ne soit concentré au même endroit. Il agit principalement la nuit. Sa destination privilégiée, la forêt de Mehrauli. Un espace dense, faiblement éclairé, rarement fréquenté après la tombée du jour. Il s'y rend à pied, un sac sur le dos. À l'intérieur, des morceaux congelés. Pour ne pas éveiller les soupçons, il change de tenue à chaque sortie, varie les horaires, emprunte des itinéraires imprévisibles. Il marche vite. Ne s'attarde jamais. Après chaque aller-retour, il prend note. Il répertorie le nombre de fragments restants, leur localisation. La chaleur de l'été et l'odeur persistante l'obligent parfois à accélérer le processus. Il enterre certains restes dans des fosses peu profondes. D'autres, il les cache dans les buissons, ou les dépose près des troncs d'arbres. Les voisins remarquent parfois une étrange odeur, mais sans imaginer l'horreur. Aftab n'autorise personne à entrer. Prétexte des maladies. Ou des obligations professionnelles. Le dernier acte concerne la tête. Il la garde pour la fin. Dans son carnet, des instructions précises. Lieu, date, itinéraire vers un site reculé où il prévoit de la brûler. Ce qui avait commencé à Mimbé se transforme en trace fantôme, une suite de gestes froidement exécutés, dispersés à travers plusieurs quartiers. Ce n'était pas une fuite désespérée. C'était un processus froid, ordonné, étalé sur plusieurs semaines. Et pendant tout ce temps, Aftab continue de mener une vie discrète, mais en apparence calme. Conscient que la disparition de Shraddha allait bientôt éveiller des soupçons, il décide de maintenir l'illusion qu'elle est encore en vie. Il commence à se faire passer pour elle, en ligne. Il publie des stories.
répond à des messages, interagit avec ses amis à travers son téléphone, qu'il conserve jusqu'au mois de juin. Il répond aux messages WhatsApp en imitant le style de Shraddha, réponses courtes, emoji, mais jamais de messages vocaux. Quand des amis demandent où elle est passée, il invente, elle serait à Lahore, ou trop occupée pour répondre. Parfois, il attend volontairement avant de répondre, pour renforcer l'illusion qu'elle est simplement débordée. Ces manœuvres lui permettent de gagner plusieurs semaines, sans éveiller de soupçons. Mais ce téléphone, il ne l'utilise pas que pour ça. Il l'emploie aussi pour vider son compte en banque. Il transfère 54 000 roupies, sur son propre compte. La connexion provenait toujours de leur domicile commun. Et cela, bien après la date à laquelle Aftab affirmait que Shraddha l'avait quitté. La transaction, réalisée via l'application mobile bancaire de Shraddha, avait été retracée jusqu'à l'adresse IP de leur appartement. L'argent, 54 000 roupies, avait été transféré sur le compte personnel d'Aftab. Il l'utilisa ensuite pour payer le loyer, faire des courses et couvrir ses dépenses quotidiennes, comme si les finances de Shraddha lui appartenaient désormais. Début juin, alors que la majorité des restes de la jeune femme avaient été dispersés, Aftab retourna sur Tinder. Il se créa un nouveau profil, reprenant la même méthode qu'autrefois, des conversations polies, des sujets neutres, un intérêt fin pour la psychologie. Quelques jours plus tard, il invite une femme à passer la soirée chez lui. Elle accepte. Ce soir-là, ils dînent ensemble. Ils passent la soirée dans l'appartement. À ce moment précis, la tête de Shraddha est toujours conservée dans le congélateur. Aftab se présente comme célibataire, nouvellement arrivé en ville, et explique la modestie de son logement par un récent déménagement. La visiteuse, plus tard, dira n'avoir rien remarqué d'anormal. Elle n'ouvre pas le congélateur. Elle ne pose pas trop de questions. L'appartement paraît ordinaire. Aftab s'est préparé, il a nettoyé, allumé de l'encens, et soigné chaque détail. Pour elle, ce n'était qu'une rencontre sans importance. Pour lui, c'était la preuve qu'il pouvait continuer sa vie comme si de rien n'était. Finalement, Aftab cesse de faire semblant. Il arrête de simuler l'activité en ligne de Shraddha. C'est à ce moment que l'absence commence à vraiment se faire sentir. Au début, sa famille ne s'en alarme pas. Ils ont l'habitude des silences prolongés, surtout après des disputes. Shraddha avait tendance à se refermer sur elle-même dans les périodes d'instabilité émotionnelle. Alors quand elle cesse de répondre, en juin, personne ne tire la sonnette d'alarme. Mais les semaines passent. Son téléphone reste éteint. Plus aucune publication sur ses réseaux sociaux. Même ces petites stories rassurantes du type « tout va bien » ont disparu. Aucun like, aucun commentaire. Le seul à surveiller régulièrement ses comptes est son frère. Il guette le moindre signe, une nouvelle photo, une réaction. Mais tout reste figé. Il commence alors à envoyer ses propres messages « Est-ce que ça va ? Où es-tu ? Réponds-moi, s'il te plaît. » Ria. Vika Walkar, le père de Shraddha, reste d'abord en retrait. Il pense que sa fille les ignore à nouveau, comme elle l'a déjà fait par le passé. Peut-être après une dispute. Peut-être à cause de la pression. Ce ne serait pas la première fois qu'elle disparaît de leur vie. Mais en août, son attitude change. Il commence à contacter d'anciens collègues de Shraddha, cherchant à la localiser. L'un d'eux confirme qu'elle a déménagé à Delhi, mais personne ne sait vraiment où elle est. En septembre, l'évidence s'impose. Quelque chose ne va pas. Aucun mouvement sur son compte bancaire. Son téléphone reste hors ligne. Elle n'a été vue ni entendue depuis des semaines. C'est alors que Vika Walkar commence à alerter les autorités. Il contacte les commissariats de Mumbai, puis de Delhi. Mais sans plainte enregistrée ni adresse vérifiée, la machine administrative ne se met pas en marche. L'affaire reste sans suite. Ce n'est qu'en novembre que Vika se rend en personne au poste de police. Il y dépose une déclaration de disparition. Il explique que la dernière fois qu'il a eu un contact avec sa fille remonte au printemps. Il fournit des photos, des numéros de téléphone, des captures de conversation. Il mentionne également la relation de Shraddha avec Aftab Poonawalla, précisant qu'ils avaient vécu ensemble à Mumbai. Ce rapport constitue un tournant. Jusqu'alors, la disparition de Shraddha n'avait pas été traitée avec le sérieux requis. Aucun de ses amis n'avait tiré la sonnette d'alarme. Mais désormais, près de 6 mois après le crime, son nom entre enfin dans le système judiciaire. Mais à ce stade, la plupart des traces ont déjà été effacées. Aftab a pris soin de faire disparaître toute preuve physique. Il a effacé son empreinte numérique. Il est convaincu qu'après autant de temps, rien ne pourra le relier aux faits. Lorsque Shraddha est officiellement déclarée disparue, les autorités commencent par les étapes les plus simples, interroger les personnes qui ont eu un dernier contact avec elle. Très vite, un nom ressort, Aftab Poonawalla. Les dossiers montrent qu'ils ont vécu ensemble. Les voisins confirment les avoir vus en couple, mais dernièrement, seul Aftab avait été aperçu. Il devient alors un suspect potentiel.
Lors de son premier interrogatoire, Aftab se montre calme. Composé. Il s'exprime en anglais. Il donne l'image d'un homme éduqué, rationnel. Il affirme que Shraddha l'a quitté plusieurs mois plus tôt, de son plein gré. Qu'elle voulait refaire sa vie ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Il dit même l'avoir aidé à faire ses valises, lui avoir souhaité bonne chance, avant de ne plus jamais avoir de nouvelles. À première vue, son récit semble cohérent. Mais les incohérences apparaissent rapidement. L'un des premiers signaux d'alarme provient de l'analyse des relevés téléphoniques. Depuis le 18 mai, Aftab n'a jamais tenté de la joindre. Pas un appel. Pas un message. Si elle l'avait réellement quitté, pourquoi ne pas avoir essayé de reprendre contact, ne serait-ce qu'une fois? Mais le plus accablant, c'est ce que révèlent les mouvements bancaires. Les enquêteurs découvrent un transfert de 54 000 roupies depuis le compte de Shraddha vers celui d'Aftab, après la date à laquelle il affirme qu'elle l'a quitté. Et ce transfert a été effectué depuis son téléphone, connecté à leur appartement partagé. Shraddha, le résultat ne laissait plus place au doute. Les données financières de Shraddha étaient restées entre les mains d'Aftab. Lors de la seconde convocation, les enquêteurs changèrent radicalement de ton. Cette fois, les questions furent directes, précises, sur l'argent transféré, les messages envoyés en son nom, et la chronologie de son prétendu départ. Aftab commença à faiblir. Ses réponses devinrent vagues, hésitantes. Les phrases creuses remplacèrent la façade calme et structurée qu'il avait affichée lors du premier interrogatoire. Les traits de son visage se tendirent. Sa voix perdit en cohérence. Les enquêteurs comprirent qu'ils avaient trouvé la faille. Le récit trop bien ficelé s'effondrait face aux faits. Quand on lui demanda « Quand avez-vous vu Shraddha pour la dernière fois ?» Aftab répondit « Le soir du 18 mai ». Cette date coïncidait exactement avec celle du crime. Le silence qui suivit en disait long. Il ne parvenait plus à improviser. Bien qu'il tente encore de sauver les apparences, la pression devenait insoutenable. Lors d'un échange plus discret avec l'un des officiers, son ton changea. Il ne nia plus fermement. Il ne reconnut pas non plus sa culpabilité. Ses phrases raccourcirent. Il demanda de l'eau. Refusa d'autres questions. Affirma qu'il avait besoin de temps pour s'expliquer. C'était le début de la fin. Son récit soigneusement élaboré commençait à se fissurer, emporté par les contradictions et les preuves numériques. Après ce second interrogatoire, son calme s'effondra. Son discours se contredisait. Son contrôle s'effaçait. Alors qu'il était toujours en garde à vue, Aftab demanda subitement à parler à l'équipe d'enquête. Aucun chantage. Aucune menace. Juste une décision volontaire. Il commença à parler. D'abord par allusion. Puis, plus directement. Il avoua. Il avait tué Shraddha. Découpé son corps. Dispersé les restes à travers la ville. Selon ses mots, tout avait commencé par une dispute, le 18 mai. Le sujet, le mariage. Une fois de plus, Shraddha avait évoqué un engagement. Et lui, réclamait son indépendance. Il affirma avoir perdu le contrôle. Avoir saisi Shraddha à la gorge, et n'avoir relâché son emprise qu'une fois qu'elle avait cessé de respirer. Puis vint une phrase qui glaça les enquêteurs. Je ne savais juste pas quoi faire. Il raconta ensuite avoir passé la nuit aux côtés du corps. Puis, au matin, être allé acheter un congélateur, des couteaux et des produits chimiques. Il détailla comment il avait découpé le corps, par étapes. Mis les morceaux dans des sacs. Comment il s'était débarrassé des restes dans la forêt de Mehrauli et d'autres lieux. Comment il avait gardé la tête jusqu'en juin, avant de la brûler dans un endroit isolé. L'aveu d'Aftab provoqua une onde de choc. Mais pour les forces de l'ordre indiennes, et surtout pour la justice, cela ne suffisait pas. Selon le droit pénal indien, un aveu ne vaut rien s'il n'est pas soutenu par des preuves tangibles. Une confession obtenue en poste de police n'est pas recevable au tribunal, car l'accusé peut à tout moment affirmer qu'il a été forcé. Sans corps, sans armes, sans preuve directe, aucune condamnation ne serait possible. Une opération de recherche à grande échelle fut donc lancée. Le témoignage d'Aftab servit de plan directeur. Il donna des indications précises, comment, où, quand il avait dispersé les restes. Ces informations permirent aux enquêteurs de tracer une carte détaillée de ses déplacements et des lieux d'abandon. Les équipes de recherche furent renforcées, unités cynophiles, experts médico-légaux, détecteurs de métaux, drones. L'attention se concentra sur la forêt de Mehrauli et les autres zones citées par Aftab. La première découverte eut lieu à Mehrauli. Exactement à l'endroit où il avait dit avoir laissé des sacs, dissimulés dans les broussailles. Les policiers y trouvèrent des fragments d'os enveloppés dans du tissu, partiellement enterrés. Non loin, des mèches de cheveux. Plusieurs dents. Des sacs plastiques déchirés contenant des traces organiques. Dans les jours suivants, d'autres restes furent découverts, une mandibule, des côtes, des ossements dispersés. Tous furent envoyés pour analyse. Parallèlement, l'appartement fut fouillé de nouveau. Malgré ces tentatives de nettoyage,
les balayages UV révélèrent des microtraces de sang sur le sol et les murs. Les enquêteurs mirent également la main sur un manche de couteau, un sac de produits chimiques, et des fragments de plastique fondus dans les canalisations de la salle de bain. Tous ces éléments furent soumis à des analyses biologiques. L'une des preuves clés fut trouvée à l'intérieur même du congélateur. Des traces de tissu humain. Des dépôts graisseux absorbés dans la paroi en plastique. Les résultats de laboratoire indiquèrent une origine organique. Pris séparément, ces indices n'étaient pas décisifs. Mais ensemble, ils renforçaient considérablement la théorie des enquêteurs. Le moment décisif arriva avec les tests ADN. Les enquêteurs recueillirent un échantillon de l'ADN du père de Shraddha. Certains des fragments osseux retrouvés à Mehroli révélèrent des marqueurs génétiques proches de ceux de sa famille. Il en alla de même pour les cheveux et les dents. Les experts prirent soin de formuler leurs conclusions avec prudence. Mais tous parlaient d'une forte probabilité que les restes appartiennent bien à Shraddha Walkar. Combinée aux aveux et aux traces numériques, l'affaire de Shraddha Walkar devint enfin juridiquement exploitable. Ce qui stupéfia même les enquêteurs les plus chevronnés, ce ne fut pas uniquement la confession d'Aftab, mais les raisons qu'il donna pour justifier ce qui avait suivi. Il admit que ses gestes avaient été intentionnels, calculés, exécutés étape par étape, avec un objectif clair, faire disparaître toute preuve. Il n'était pas paniqué. Il était méthodique. Son principal motif? La peur d'être arrêté. Il déclara que le démembrement avait été une stratégie pour éviter que le corps ne soit retrouvé dans son intégralité. Un moyen, selon lui, de compliquer le travail médico-légal. En dispersant les restes dans différents quartiers, en séparant les os afin qu'ils ne puissent pas être facilement identifiés, il pensait rendre impossible toute accusation criminelle. Dans son esprit, éliminer le corps revenait à éliminer le problème. Alors la question se posa, qui était vraiment Aftab Poonawalla? Un criminel froid, calculateur, qui avait tout planifié? Un manipulateur jouant une partie d'échecs morbide? Ou un homme dérangé, qui avait sombré dans une cruauté sans limite? Rien, dans son comportement, ne permettait une réponse simple. D'un côté, il tenait un journal. Des horaires précis. Des efforts délibérés pour effacer toute trace numérique. De l'autre, une audace presque irréelle. Inviter une nouvelle femme dans l'appartement, alors que la tête de Shraddha reposait encore dans le congélateur. À mesure que l'enquête avançait, le comportement d'Aftab évolua. Il se replia sur lui-même. Refusa de manger. S'enferma dans le silence. Son attitude au tribunal changea du tout au tout. Il apparaissait négligé, murmurait dans sa barbe, parfois ne répondait plus aux questions. Mais ce n'était pas une chute psychologique. C'était une mise en scène. Les enquêteurs se rappelèrent une autre affaire, celle du meurtre de Noor Mukadam au Pakistan. Là aussi, l'accusé avait tenté d'éviter toute responsabilité en simulant une maladie mentale. La stratégie était connue. Le système judiciaire indien s'y était préparé. Une évaluation psychiatrique fut ordonnée. Le diagnostic fut sans appel, Aftab était sain d'esprit. Il comprenait parfaitement la réalité. Conscient des conséquences de ses actes. Aucune trace de schizophrénie. Aucune preuve de trouble psychotique. Sa tentative de jouer la folie échoua. Et pourtant, le profil psychologique dressé par les experts resta glaçant. Un haut degré d'autocontrôle. Un narcissisme marqué. Une absence totale d'empathie. Une tendance claire à la manipulation. Il n'était pas instable. Il était méthodiquement glacial. Ses gestes ne venaient pas d'un désordre mental, mais d'un raisonnement froid et implacable. Avant le crime, aucun signe extérieur ne laissait présager l'horreur. Pour ses connaissances, il était discret, réservé, sans histoire. Il se confiait peu. Tenait les autres à distance. Ne construisait aucun lien profond. Au travail, dans la vie de tous les jours, aucune explosion de violence. Aucun signal d'alerte. Mais dans sa relation avec Shraddha, l'histoire était tout autre. Des signes de contrôle, d'agression, d'instabilité émotionnelle, que la jeune femme cachait à tous. Le comportement d'Aftab après le crime attira encore plus l'attention. Pendant plusieurs jours, il vécut aux côtés du corps. Il dormait. Il mangeait. Utilisait le même réfrigérateur, celui où il conservait ses restes. Les enquêteurs lui posèrent la question, « Vous avez vraiment mangé dans le même espace où se trouvaient ses restes ?» Sa réponse fut glaçante, « J'avais bien scellé. » Il n'y avait ni odeur, ni dégoût. Aucune émotion. Aucun remords. Juste, une normalité sinistre. Au moment de son arrestation, les autorités disposaient d'un dossier solide. Des preuves numériques. Biologiques. Un aveu étayé par des détails précis, des extraits de journal, des itinéraires, des lieux identifiés, des restes retrouvés. L'opinion publique suivit l'affaire avec une colère croissante. Il ne s'agissait plus seulement de réclamer justice, mais de réclamer des changements. Pour que d'autres, vivant sous l'emprise de relations toxiques,
soit entendue à temps. Pour que des parents, malgré les conflits, ne perdent pas leur fille à jamais. Aujourd'hui, la famille de Shraddha attend le procès, espérant que la vérité qu'ils ont toujours su, soit enfin reconnue par la justice. Le silence long, oppressant, qui avait caché un crime, est devenu aujourd'hui l'un des indices les plus puissants de culpabilité. Au 4 avril 2025, le procès est toujours en cours. Aucune date de verdict n'a encore été fixée.